Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le vendredi 12 janvier et tout de suite, nous partons pour une demi-heure de JT. Avez-vous vu Léone Berton ? La femme âgée de 65 ans, vêtue d'un pantalon rouge et d'un haut en wax, a disparu ce matin. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et aurait été vue pour la dernière fois au Gosier, dans le secteur de Grand-Bay. Si vous l'avez vue ou si vous avez des informations, contactez Aurélie Berton au 0696 30 33 35. Ce matin, le verdict est tombé pour le président de la région Guadeloupe. Dans l'affaire dite Harry Chalus, il était poursuivi pour abus de confiance et engagement de dépenses électorales dépassant le plafond légal lors de la campagne pour les régionales de 2015. Après le procès qui s'était tenu les 12 et 13 octobre 2023, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre l'a reconnu coupable. Le président de la région Guadeloupe a été condamné à 15 mois de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité, 25 000 € d'amende et une interdiction d'être membre d'un bureau associatif durant 3 ans. Dominique Descombes, Georges Daubin et Fred Eustache, également prévenus dans cette affaire, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 3 mois à 9 mois, le paiement d'une amende et une inéligibilité de 2 ans. Madine-Kouti a quant à lui été relaxé. Les prévenus ainsi que l'avocat d'Harry Chalus, maître Christophe Sampère, se sont exprimés au micro d'Harold Luce et de Michel Depape. Dans le cadre de cette affaire, il m'était reproché le délit de complicité de détournement de fonds publics au profit d'Harry Chalus. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Mme Michaud-Chevry avait embauché une vingtaine de jeunes juste pour la campagne de Chalus. Et donc, ce n'est pas moi qui ai signé les arrêtés. Ce n'est pas moi je n'ai pas établi d'ordre de mission, mais il m'était simplement reproché le fait d'avoir pris part à cette démarche, puisqu'en tant que directeur général, j'étais chargé d'exécuter ces arrêtés. Et c'est à ce titre donc que j'étais poursuivi. J'ai été convoqué pour expliquer ce qui s'est passé. Alors c'est la raison pour laquelle je suis au tribunal aujourd'hui. Le tribunal a retenu donc 58 000 € de frais illégaux pour cette campagne de 2015. Ouais. Comment cela a-t-il pu se produire ? Bon, ça je ne peux pas l'expliquer exactement, dans la mesure que je n'étais pas dans les comptes. Et puis là, j'ai découvert énormément de choses et c'est la raison pour laquelle je m'exprime comme ça maintenant. On a fait appel, on n'a pas du tout le même point de vue avec le tribunal, mais après chacun a sa position. Donc nous sommes sereins sur la décision de la Cour d'appel sur ce point-là. Globalement, le tribunal a retiré les 80% des factures. Il ne retient qu'une toute petite partie. Sur cette toute petite partie, il y a encore des choses qui n'ont pas été retenues par le tribunal. On le fera valoir en appel, il n'y a aucun souci. Si on retient les factures en question, sur le principe, non. Maintenant, ce sont des fausses factures qui ont été émises, qui ont été falsifiées par le mandataire financier, qui a détourné ses fonds. Ça, manifestement, ça n'a pas été retenu, donc on le fera valoir en appel. Nous avons d'autres arguments. Et la seule facture, en tout cas, qui pourrait justifier l'application de la loi telle que ça a été retenu par le tribunal et que nous sur le principe, nous contestons, mais ça, c'est un problème de procédure. Cette facture-là, nous avons des éléments que nous avons eus entre-temps et nous en expliquerons sur l'origine de cette facture. Suite au délibéré et à la condamnation des prévenus, la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste, constituée partie civile dans l'affaire, se prend acte et se félicite du jugement pris par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre. Elle estime et indique dans son communiqué de presse que ces manœuvres ont à l'évidence faussé le résultat de l'élection de 2015 qui, s'il ne sera jamais remis en cause, se sera joué au premier tour avec un écart de 3 456 voix dans des conditions qui resteront pour l'histoire frauduleuses.
Dans le remaniement du gouvernement dévoilé par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, certaines annonces ont étonné et une a notamment surpris. Celle de la fusion du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse avec celui des sports et des Jeux olympiques, dont Amélie Oudéa-Castéra est désormais à la tête. 2024 est, nous le savons, l'année des JO de Paris, un dossier qui mobilisera certainement une grande partie du temps de la ministre. Qu'en sera-t-il de l'éducation nationale et de ses acteurs déjà fragilisés? La réaction du secrétaire académique du SNEP-FSU au micro de Maxime Morel. Nous, on est assez surpris qu'on puisse proposer un portefeuille aussi large à une ministre, surtout l'année des Jeux Olympiques. Voilà, une ministre des Sports qui prend le portefeuille de l'éducation. Pour nous, c'est inquiétant parce qu'on se demande comment elle va pouvoir gérer tout cela sur une année de Jeux Olympiques à Paris. C'est des décisions qui sont prises à l'Élysée par le président Macron, probablement avec son Premier ministre Gabriel Attal maintenant. Mais voilà, on se doute bien que Gabriel Attal, là, qui a fait que quelques mois au ministère de l'Éducation, va continuer à œuvrer dans ce ministère tout en étant Premier ministre. Mais c'est pas un bon signal qui est donné aux enseignants qui aujourd'hui subissent une crise de l'éducation majeure avec une crise de recrutement. On a de moins en moins d'enseignants qui veulent faire le métier. On a de plus en plus d'élèves dans les classes, donc des difficultés qui nous amènent à avoir des résultats scolaires qui sont en baisse. Voilà, enfin, ça nous pose question. Des moyens qui sont toujours pas là, puisque vous le savez aussi, on va avoir une suppression de postes encore dans l'académie de plus de 100 postes. Bon, on est là clairement dans un mauvais signal pour l'éducation. Les enseignants, de toute façon, ils n'attendent plus grand-chose du président Macron. Ça, c'est une triste réalité. Donc, on regarde simplement de quelle manière ils vont gérer un peu la communication. Et parce que là, on est clairement dans un dispositif de communication. Il faut occuper le terrain. Ils n'ont plus forcément de ministres compétents à mettre dans l'éducation. Donc là, ils vont occuper le terrain avec une ministre qui va relayer les informations qui lui sera données par le Premier ministre et par le président Macron. Voilà. C'est le président Macron et puis sa femme, Brigitte, qui dirige l'éducation. De toute façon, tout le monde le sait. Hein. Internet est un outil incontournable, parfois même indispensable dans de nombreuses sphères de la vie quotidienne. Pourtant, face à son accès, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. La Guadeloupe et les Outre-mer, de manière générale, sont sujettes à une fracture numérique, en d'autres termes, à des inégalités face d'accès à Internet. Au campus de Fouillol de Pointe-à-Pitre, le professeur de droit public à l'Université des Antilles, François-Xavier Millet, a dirigé un colloque sur la fracture numérique pour répondre à la question: l'accès de tous à Internet est-il un droit fondamental? Autrement dit, est-il opposable devant un juge? Un reportage signé Solène Fèvre. Ce colloque aborde une thématique qui est très présente outre-mer, en particulier, c'est la question de la fracture numérique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des inégalités d'accès à Internet, que tous les foyers n'ont pas encore le très haut débit, en particulier pour ce qui concerne la Guadeloupe, et qu'il y a des questions encore de câblage, de fibre optique, etc., qui se posent en Guadeloupe et qui sont à l'origine finalement d'inégalités entre individus. Nous avons des sujets privés, Amazon, Facebook, Meta, Google, qui sont propriétaires même des réseaux qui servent à fournir des services publics. Et donc ça, je pense que c'est une autre chose sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Donc d'une part, je crois qu'il y a des règles, même si elles ne sont pas suffisamment détaillées, mais quand même, les droits fondamentaux à Internet doivent être protégés. Mais de l'autre part, Internet a des caractéristiques qui les rendent différents par rapport à des autres services publics. Il y a des questions de câblage, puisque les connexions Internet se feront principalement via des câbles sous-marins et par des satellites. Et les câbles sous-marins, par exemple, il n'y a pas de câble sous-marin direct entre l'Europe et la Guadeloupe, ce qui est extrêmement surprenant, et que c'est un câble américain qui dessert la Guadeloupe, ce qui pose des questions importantes de souveraineté et de sécurité même sur le sujet. Selon moi, aujourd'hui, un problème est celui d'augmenter la normativité, disons, de l'accès à Internet pour garantir
des règles plus détaillées, ainsi que l'individu puisse, de façon plus efficace, les invoquer devant un juge. Le colloque a pour ambition d'essayer de réfléchir de manière prospective à des solutions juridiques qui peuvent être proposées, notamment cette idée d'un droit d'accès à Internet qui serait opposable, comme le nom du colloque l'indique. Alors qu'est-ce que ça veut dire opposable pour ceux qui ne sont pas familiers par ce nom? Ça veut dire qu'un individu peut peut saisir une juridiction et dire il y a un droit d'accès à Internet et je souhaite le faire valoir et qu'il soit garanti par une juridiction. Le congrès En route vers l'espoir de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose s'est achevé aujourd'hui après 3 jours de rencontres et d'échanges autour de cette maladie qui concerne un Guadeloupéen sur 8. Réunissant des médecins des Antilles-Guyane et de l'Hexagone, ce séminaire avait pour but de redonner espoir aux malades sur les avancées médicales, mais aussi d'informer les Guadeloupéens sur cette maladie. Pour cela, plusieurs patients, dont Michel Anselme, patient expert à l'hôpital Necker de Paris, ont témoigné de leur expérience. Un reportage de Maxime Morel. C'est très important de faire connaître la maladie qui reste pour la plupart des gens encore méconnue, surtout aux Antilles et en métropole. Déjà, il y en a qui n'arrivent même pas à dire le mot de drépanocytose. Donc il faut qu'on fasse connaître, le faire développer, que les gens connaissent la maladie et qu'ils se fassent surtout dépister pour savoir s'ils ont le gène malade ou pas. Au quotidien, la maladie, c'est une gymnastique, c'est une préparation. Il faut tout anticiper, les traitements, les voyages, la vie au quotidien, le travail. Ça peut être des questions très difficiles. Et il faut pouvoir faire le nécessaire et apporter, faire les choses correctement. Les soignants et la famille, bien entendu, pour ceux qui sont entourés, est très important d'être soudés et de ne pas stigmatiser la maladie et de ne pas culpabiliser l'enfant ou l'adulte qui est malade dans la famille surtout. Alors moi, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il est important d'être soudé, d'être accompagné et de se faire dépister, bien entendu. C'est un test gratuit à l'hôpital, je parle pour la Guadeloupe, et en France, pour la métropole, c'est au CIDD, donc Centre d'information de dépistage de la drépanocytose. Vous êtes accueillis pour avoir les résultats et pour avoir l'annonce du diagnostic surtout. Avis aux amateurs de carnaval, la 4e édition de la grande parade Massemblage de Sainte-Anne se prépare à vous éblouir. Ce matin, le comité carnavalesque de Sainte-Anne, avec le concours de la municipalité, a présenté le programme du défilé. Dimanche 14 janvier, à partir de 15h, Groupamas et Groupa Caisse Claire prendront possession de la ville pour faire le show et tenter de remporter le concours. On en parle dans ce reportage de Solène Fèvre. Massemblage, ce sera la 4e édition cette année pour 2024 de Massemblage, qui est la parade carnavalesque organisée par le comité de carnaval de cette année, la ville et la Carle. Et cette manifestation va se tenir dès 15h dans les rues de la ville. Le comité a décidé de mettre en avant les Groupamas et les Groupa Caisse Claire. Donc il y aura un concours, le concours des Groupamas et concours pour les groupes à Caisse Claire, et il y aura un prix coup de cœur, voilà. Donc il y aura à peu près 14 groupes qui vont défiler dans les rues de Sainte-Anne, et en fait ça donnera un superbe spectacle où on pourra prendre le temps d'apprécier. Tout ce week-end, je serai là pour faire le vidéo, mais j'aime ça, j'aime tout ce qui bouge, et voilà quoi. Vous avez un groupe favori ou pas? Non, pas spécialement. Je suis pour celle qui gagne. Ça fait 5 ans qu'on vient en Guadeloupe et on n'a jamais été voir le carnaval. Voilà, parce qu'on n'était pas dans les bonnes périodes non plus. Donc cette année, on ne loupe pas, quoi. Voilà, c'est ça. On a envie de voir écouter de la musique. Là, on Sainte-Anne, on est à côté. Vraiment, nous avons fait un travail de terrain, une mutualisation des forces de sécurité et de la sécurité en général pour nous permettre justement d'arriver à une manifestation où tout se déroule dans le meilleur des mondes en fait. Il faudrait beaucoup de sécurité parce que maintenant, beaucoup de sécurité. S'il y a beaucoup de sécurité, je pense qu'on va passer un bon moment, un bon carnaval. Les costumes, la joie que ça procure, voilà, le truc super festif, quoi, le truc où on a envie de bouger un petit peu. Sans bagarre, comme on a vu. Voilà, un truc sympa. Une bonne journée, quoi. Voilà.
Le programme carnavalesque du mois de janvier est à suivre en direct sur Canal 10 Télévision, Facebook et Instagram. Vous pouvez découvrir les dates des différentes parades et concerts sur nos réseaux sociaux. Et surtout, ne loupez pas ce dimanche la grande parade Massemblage de Sainte-Anne. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve lundi pour une nouvelle tranche info. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end sur Canal 10.